Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence du professeur Bessard. Et je me présente avant. Je m'appelle Mourad Bacha, je suis étudiant au doctorat en sciences de l'éducation et je suis coordinateur de la chaire UNESCO en politique éducative et profession enseignante. Donc, avant de lancer la conférence, il y a le micro, ça marche. Ouais. Je m'excuse. On va donner la parole à la vice-doyenne pour son mot de bienvenue. Et ensuite, on passera la parole au professeur Marc-André Etier. Et on passera ensuite la parole au titulaire de la chaire, Martial Dembélé, qui lancera officiellement la conférence. Et je voulais juste vous prévenir qu'après la conférence, on aura 10 minutes à peu près pour les questions, notamment pour ceux qui sont en ligne. Et à la fin de la conférence, pour ceux qui sont présents, on pourra aller vers le cocktail. Donc, je vous remercie pour votre présence et je passe la parole à Madame la vice-doyenne. Merci. Les téléphones, ils restent ici. Bon, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont à l'extérieur, mon nom est Cécilia Bargel. Je suis la vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche à la faculté de sciences de l'éducation. Donc, mesdames, messieurs, chères enseignantes, chers enseignants, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous adresse ces quelques mots d'ouverture. Dès la conférence de Claude Lessard, le titre a changé, la condition enseignante, sa professionnalisation, une nouvelle question à revisiter. Une activité organisée en collaboration avec la chaire UNESCO en politique éducative et la profession enseignante et les CRESP, les centres de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante, dans le cadre de cette semaine des enseignants. La semaine des enseignantes et des enseignants qui a souligné au Québec dans les milieux scolaires depuis 1994, CV, selon notre ministère de l'Éducation, une occasion de saluer l'engagement remarquable des enseignantes et des enseignants qui travaillent à la réussite éducative des élèves du Québec, tout en contribuant au développement de notre société. Elle CV aussi pour nous et pour moi, une occasion pour valoriser la profession enseignante et aussi pour remercier aux enseignantes et enseignants pour le travail extraordinaire qu'ils réalisent quotidiennement, à bout de bras parfois, dans les classes auprès des élèves. C'est une occasion aussi qui nous invite à la réflexion, car nous ne pouvons pas rester indifférents aux enjeux actuels. La pénurie alarmante d'enseignants dans presque tous les secteurs de l'éducation nationale, la chute massive du nombre d'inscriptions dans les programmes de formation initiale, les hauts taux d'attrition au cours de la formation initiale qui semblent avoir un impact majeur sur les bassins de main-d'œuvre enseignante qualifiée. De sorte que, comme dans plusieurs pays dans le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui au Québec avec un nombre important d'enseignants non légalement qualifiés. Selon l'article très récent du Devoir, de la presse, en décembre 2024, le ministère de l'Éducation comptait 9 184 enseignants non légalement qualifiés dans les écoles publiques de la province, ce qui représentait une hausse de 3,5% par rapport à mai 2024 et 38% par rapport à mai 2023. Ces chiffres n'incluent pas les suppléantes et les suppléants qui sont dans les écoles à ce jour. Cette situation est d'autant plus préoccupante lorsqu'on voit que la principale initiative du gouvernement, entre autres incitatives mises au fait pour soutenir la profession enseignante, est d'investir massivement dans les formations écourtées aux passerelles pour qualifier plus rapidement les personnels enseignants dits non qualifiés ou des secondes carrières, comme on les nomme en Belgique. Et pourtant, selon ce même article de la presse, qui a été publié en janvier dernier, on déplore le peu d'incitatifs pour convaincre les enseignantes et les enseignants non qualifiés d'obtenir un brevet et de persévérer dans la profession.
Et quand même, le ministère de l'Éducation semble avoir investi 39,6 millions de dollars pour rendre les plus attirants les postes à temps partiel, 37 millions de dollars pour convaincre des enseignants de ne pas prendre la retraite et 37 millions pour appuyer les personnels enseignants. Que s'y passe-t-il avec la profession enseignante? Qu'arrive-t-il avec les mouvements pour la professionnalisation enseignante 40 ans plus tard? Ces mouvements qui voulaient, entre autres, rehausser le statut des enseignants, voire même leur salaire, valoriser l'enseignement dans l'opinion publique pour attirer des candidats de meilleurs niveaux, rendre les enseignants plus autonomes face à l'État, aux parents, aux directions. Où en sommes-nous aujourd'hui? Certes, si l'on regarde au fil du temps, on voit que la profession enseignante a fait des progrès extraordinaires sur tous ces aspects. Mais à l'heure actuelle, c'est une heure de réflexion. Et la conférence des Claude tombe à point. Dans ces moments où, plus que jamais, la profession enseignante et les enseignantes et les enseignants du Québec doivent être soutenus et valorisés dans notre société. Enfin, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé, des proches ou des loin, à l'organisation de cette conférence. Je voulais remercier spécialement à Claude d'être avec nous. Sachez, sachez tout le monde, là, sachez que Claude est une personne très spéciale de mon propre parcours. En tant que superviseur de mon post-doctorat à l'Université de Montréal, en plus de sa sagesse et ses réflexions approfondies sur différents sujets, les groupes de lecture auxquels j'ai pu participer, j'ai pu témoigner du sociologue de terrain qu'il est, sa manière de faire de la recherche, d'interviewer des enseignants, de faire des observations dans les écoles, de rencontrer et parler à des enseignantes et enseignants et à des conseillères et conseillers pédagogiques. Ici, d'une manière toujours claire et égalitaire. Comment dirais-je, dans une conversation et dans une écoute toujours intéressée et intéressante. Un dialogue entre pairs. Merci Claude, merci à toutes les enseignantes et enseignants et futures enseignantes et enseignants. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci. Merci. Donc, je suis Marc-André ici. Avant de commencer, avant de dire mes deux mots qui vont durer 2 minutes, je vais dire que tous les enseignants que je connais sont très, très, très forts, sont très, très bons. Et est-ce que dans ce cas-là, on parle d'extraordinaire ou d'ordinaire si tout le monde est très, très bon? C'est une autre question. On en parlera aujourd'hui. Donc, Marc-André Etier, je suis le directeur national du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. C'est un groupe, un centre de recherche, un centre d'excellence qui a été fondé il y a plus de 30 ans, entre autres, par Claude Lessard. C'est un groupe de professeurs qui voulaient mettre ensemble plusieurs universitaires pour que ces questions-là soient mises de l'avant, soient importantes, soient vues comme étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire centrales, les questions de recherche centrales. Donc, de ce point de vue-là, notre centre continue de grandir et on s'enorgueillit maintenant d'avoir des détenteurs de chaires aussi prestigieuses qu'une chaire de l'UNESCO qui travaillent sur des questions aussi importantes que celles de la profession et de la politique par rapport à la profession enseignante à travers le monde. Et donc, dans ces conditions-là, on est très heureux d'être associés à cet événement-là. On est heureux qu'il y ait aujourd'hui cette invitation-là à Claude, qui, je le répète, est un des grands fondateurs du CRIFPE. Et donc, pour aujourd'hui, je ne peux pas dire grand-chose d'autre. Sinon, merci de nous avoir associés à ça. Merci, Claude, d'être là. Dans cette belle journée enneigée, on est un peu plus. Il fallait que ce soit toi qui sois là pour qu'on y aille. Et donc, j'en ai assez dit. Je vais passer la parole à Martial maintenant. Merci. Merci, Marc-André. Je vais essayer d'être bref aussi parce que j'entends tous Claude. Pour ne pas divaguer, je vais lire les notes que je suis faites. Comme Cécilia et Marc-André, je vais vraiment remercier tout le monde qui a fait le déplacement et les personnes qui sont à distance de participer à cet événement qui, pour nous, constitue l'édition inaugurale d'une série de conférences que la chaire UNESCO entend organiser. Et cela est en lien avec une des fonctions de la chaire, qui est l'animation scientifique. Donc, on va faire pas mal d'activités, des webinaires, des conférences comme celle-ci.
très honoré de co-animer cette chaire avec Adriana Morales, je ne sais pas si elle est là, Adriana Morales, et Geneviève Sirois de l'Université technique. Comme le nom indique, nous nous intéressons aux politiques relatives aux enseignants, aux professionnels enseignants, et aux implications de ces politiques pour la composition, pour le tissu même de ce groupe professionnel. Donc, les transformations de ce groupe qui sont induites par les politiques constituent l'élément déclencheur d'une série d'activités, d'échanges, de projets qui ont abouti à la création de cette chaire. Et cela remonte à 2005 pour moi, parce que j'avais dirigé une étude avec Clermont Gauthier, Alain Grandbois de l'UQAM et Meluki. La Banque mondiale nous avait demandé de faire une étude sur la formation et la gestion du personnel enseignant dans 4 pays, en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Et on a découvert les politiques de recrutement massif d'enseignants dits contractuels. Donc, à l'époque, ces politiques étaient présentées comme temporaires, le temps que les choses s'améliorent. On est 30 ans plus tard, elles se sont institutionnalisées et dans plusieurs pays, pas seulement dans ces 4 pays, mais en Afrique, ailleurs, en Asie, ces politiques sont en place. Je pense que le Québec, ici, on a dans nos formes de contractuels. Donc, c'est pour dire que les politiques ont des effets à long terme. Et moi, je vois, il n'y a pas de politique anodine. On les prend souvent sans réfléchir. Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, à quoi la profession va descendre. Et donc, ce sont ces questions qui nous intéressent. Et ces politiques avaient été mises en place après la conférence mondiale sur l'éducation en 1990 en Thaïlande, un renouvellement des engagements en 2000 à Dakar. Tout cela dans l'idée de répondre à l'engagement de faire en sorte que tous les enfants aient accès à l'éducation primaire ou l'éducation de base. Donc, l'événement d'aujourd'hui, pour moi, est un jalon important dans le parcours, dans le chemin que nous avons parcouru. Et je suis particulièrement heureux que le professeur émérite Claude Lessard soit l'invité spécial du jour, parce que son laboratoire de recherche et d'intervention portant sur les politiques et les professions de l'éducation et de l'agriprof et sa chaire de recherche du Canada sur les métiers de l'éducation font partie des sources d'inspiration de cette chaire. Une note personnelle, j'aimerais ajouter qu'en fait, je serais probablement ailleurs en train de faire autre chose si Claude, je pense en 2004, ne m'avait pas porté à mon attention qu'il y a un poste ouvert au département d'administration et fondement de l'éducation. Et j'ai postulé, et c'est ainsi que je me suis retrouvé ici, alors que j'étais à l'UQAM à l'époque. Donc, merci Claude pour cette information. Le professeur Lessard a œuvré au sein du département de 1973 à 2011, avant d'occuper la fonction de président du Conseil supérieur d'éducation de 2011 à 2015. Et au sein de la faculté, pour ceux et celles qui ne savent pas, il a été vice-doyen aux études, ensuite doyen de la faculté de 1991 à 1995. C'est l'année où j'ai terminé mon doctorat à Michigan State University en 1995. Sociologue de l'éducation, fin observateur et analyste des politiques éducatives au Québec et à l'international. Le professeur Lessard, comme Marc-André l'a dit, est également membre fondateur du CRIFE, camp auquel la chaire est rattachée. Avant de lui céder la parole, permettez-moi de remercier chaleureusement certaines personnes, des personnes qui ont soutenu la création de cette chaire à l'Université de Montréal. D'abord, Louise Poirier, notre ancienne doyenne, parce que j'ai fait une première lettre d'intention en 2013 et c'est Louise qui l'avait soutenue. Ensuite, Guy Breton, le recteur à l'époque, c'est lui qui avait présenté à la Commission canadienne pour l'UNESCO. Yves Gay, qui était à l'époque directeur de la direction des affaires des relations internationales. Pascal Lefrançois, lorsque j'ai présenté le dossier en 2020, elle s'en est saisie. Elle a présenté au vice-recteur à l'époque aux affaires internationales de la francophonie, qui le fait.
Valérie Amiro, qui est notre vice-directrice actuelle des partenariats communautaires et internationaux, et sa directrice de bureau, Catherine Vilmer, Daniel Vitra, qui a signé l'accord établissant la chaire, Alem, qui a pris le relais, qui nous a beaucoup soutenus, qui continue de nous soutenir. Et enfin, et pas des moindres, je voudrais remercier et souligner notre très regretté Maurice Tardif. C'est lui qui m'a informé en octobre 2012 du programme de chaire UNESCO. Je n'étais pas au courant. J'ai dit, OK, je vais y réfléchir. Et quelques mois après, j'ai dit, OK, je me lance. Et on s'est lancé. Donc, merci beaucoup, Maurice, de m'avoir encouragé à présenter. Je voudrais également dire merci pour terminer à plusieurs collègues d'ici, d'ailleurs, qui ont participé d'une façon ou d'une autre aux activités, aux échanges, aux projets qui ont mené à cette chaire. Bonne semaine des enseignantes et des enseignants. Et maintenant, place à vous. Merci. Merci. Alors, bonsoir et merci. Merci, Martial, de m'avoir invité à l'ouverture, au lancement de la chaire UNESCO que tu as obtenue, que tu partages avec Adriana et Geneviève. Je devine, pour avoir déjà fait une demande de chaire avec Maurice, je devine ce que ça représente comme boulot de construire un dossier pour une chaire UNESCO. À mon avis, c'est 100 fois plus compliqué qu'une chaire canadienne ou une chaire québécoise ou une chaire libérale. Alors, chapeau pour le travail et la persévérance. Et félicitations pour l'avoir obtenu. Je suis très content que tu m'associes à cela. Tout comme je suis bien évidemment content de revenir au CRIFPE et d'être associé aussi au CRIFPE. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'a plus d'appartenance. Merci, Marc-André. Et puis, bien sûr, merci, monsieur et madame la doyenne, de faire en sorte que cela puisse se réaliser. Si vous trouvez que mon PowerPoint est esthétiquement correct, vous féliciterez David Darisson. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que j'ai pu un peu mettre au bout du jour mes faibles compétences dans le domaine. Alors, comme le temps qui m'est imparti est compté, je vais rouler en espérant que je roule assez pour qu'il reste du temps pour un peu d'échange. Alors, on m'a demandé de parler de la condition enseignante. J'ai d'abord cherché. Oui. Non? Ça allait trop loin. Je suis allé très loin. Je savais que ça se passerait comme ça. J'ai d'abord cherché une définition de la condition enseignante et je vous en propose une qui, pour l'essentiel, insiste sur le caractère très global de la notion de condition enseignante. C'est un peu comme la condition féminine. Hein? Ça commence où? Ça finit où? Ça renvoie, d'après moi, pour l'essentiel, à deux grands axes. Un axe qui concerne la situation du personnel enseignant dans le système scolaire, sa formation, son insertion professionnelle, l'exercice du travail, l'évaluation, la supervision, etc. Bref, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est à l'interne du monde de l'enseignement et la place des enseignants dans ce monde-là, et puis tout ce qui concerne l'extérieur ou le rapport entre l'enseignement comme métier ou comme profession et la société dans son ensemble. Et ça, c'est toute la question de la reconnaissance. Okay? Alors, cherchez pas, j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas d'indice global qui nous permettrait de dire, un peu comme on a des indices du bonheur collectif ou un indice de ceci ou de cela. Il n'y a pas d'indice sur la condition enseignante. Tout ce qu'il y a, c'est des évaluations ou des questions qui sont posées et qui n'échappent pas à une dimension normative. Je ne crois pas qu'on puisse discuter, ou en tout cas, j'écoutais Cécilia, et c'est un discours un petit peu engagé que Cécilia exprimait. C'est pas une analyse objective. C'est correct, je ne dis pas quoi que je le fais. Je connais à peu près personne qui parle de la condition enseignante d'une manière complètement dégagée, sans référence cachée ou au contraire explicite, qui soit d'ordre normatif. Et plus souvent qu'autrement, la question est posée d'une manière évolutive.
Ça s'améliore-tu? Ça se détériore-tu? Est-ce qu'il y a des progrès? Sommes-nous en grande période de recul sur tel et tel aspect? Et bien sûr, quel rôle nous revient à nous comme formateurs universitaires? Mais c'est l'ensemble de la littérature que j'ai pu regarder, c'est toujours en termes évolutifs et normatifs. Alors, j'ai dit les reculs, les avancées. Je pense qu'on peut s'entendre pour dire, en termes de gains, il y a un certain nombre de choses qui font présentement consensus. Dans la mesure où, historiquement, l'enseignement a d'abord été une vocation. Le métier, ça a d'abord été une affaire de robe noire, cléricale. On pourrait refaire l'histoire du métier pour montrer combien il n'y a pas d'enseignement comme métier s'il n'y a pas de déconfessionnalisation, décléricalisation, s'il n'y a pas de différenciation entre l'Église et l'État. Okay? Ça a l'air de rien dire ça, mais c'est fondamental. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler d'un métier d'enseignant qui ne relève pas d'un sacerdoce, d'un apostolat, d'une vocation. Ce qui ne veut pas dire, faites-moi pas dire qu'il n'y a pas d'éléments d'engagement profond, d'investissement profond dans l'enseignement, donc des éléments de vocation. Certains diraient de passion. Je ne nie pas ça. Quand je parle de vocation, je l'entends dans le sens ecclésiastique du terme. Alors, le métier est devenu un emploi et une carrière temps plein, à peu près. À peu près. Ce qui n'était pas le cas avant. Depuis à peu près la fin des années 50, un peu partout, on a universitarisé la formation des maîtres. À peu près pour tout le monde, sauf pour quelques réactionnaires, c'est un progrès. À la fois sur le plan disciplinaire, comme sur le plan de l'explicitation des compétences pédagogiques. Il y a eu des progrès aussi de l'ordre du référentiel de compétences, des bases de connaissances et de compétences. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Et c'est à peu près acquis un peu partout. Okay? La reconnaissance des savoirs professionnels, le développement de la recherche en éducation. J'aime rappeler souvent que la commission parents était mal prise. Ils avaient du temps, ils avaient de l'argent, mais il n'y avait pas de recherche. Il n'y en avait pas. Alors, ils ont embauché un certain nombre de personnes pour faire des études, mais il n'y en avait pas. Alors qu'aujourd'hui, on referait quelque chose comme ça, on aurait des problèmes avec des synthèses. Ça nous prendrait des logiciels d'intelligence artificielle. Probablement. Offre de formation continue, elle existe, elle s'est développée. L'éthique enseignante est certainement plus explicitée. Il y a des bouquins là-dessus, il y a des enseignements formels là-dessus. La loi de l'instruction publique, on en discutera tout à l'heure, mais définit un territoire d'autonomie professionnelle pour les enseignants. Et puis, bien sûr, il y a des associations disciplinaires, professionnelles et syndicales qui nous disent que, ma foi, il y a quelque chose d'institué, d'existant, et qui, bien sûr, est sujet à débat, comme à peu près n'importe quoi dans les sociétés contemporaines. Mais je crois qu'on peut considérer que ce sont des acquis parfaitement intégrés. Alors, des pertes et des reculs, Cécilia en a parlé un petit peu, Martial aussi. C'est les mots que j'ai trouvés, la déqualification et la précarisation de l'emploi. Dans les pays que Martial étudie, la défonctionnalisation ou la contractualisation est une réalité importante et significative. Ça nous illustre, comme il l'a dit, que des réformes temporaires deviennent souvent permanentes. Et les éliminer est très compliqué, ce qui est inquiétant pour le cas du Québec. Faible attractivité, rétention problématique et décrochage enseignant, je crois que vous savez de quoi je parle. L'intensification du travail et de son contrôle lié à des modes de gestion qu'on va appeler néolibéraux. La standardisation du travail, le caractère plat de la carrière et la faible reconnaissance sociale. Bon, on pourrait discuter entre nous, c'est-tu pire qu'avant, c'est-tu stable, etc. C'est pas ça que je veux faire pour le moment.
Ce que je veux faire pour le moment, c'est simplement vous dire que lorsqu'on pose la question de la condition enseignante, on la pose souvent en termes évolutifs, et en termes évolutifs et normatifs. Alors, je vous ai fait un échantillon des thèmes qui traitent soit des pertes ou des reculs, ou soit des gains. À vous de vous faire une synthèse ou un sommatif de tout ça. Je voudrais vous proposer deux distinctions qui, personnellement, m'aident à comprendre la dynamique. La première concerne ce que je vais appeler le processus, le mouvement de professionnalisation, d'une part, et d'autre part, les politiques de professionnalisation. Le mouvement de professionnalisation, je vous ai donné la définition que Maurice et moi, on avait formulée il y a déjà un certain temps. C'est un processus d'institutionnalisation et d'autonomisation d'un champ d'activité, de promotion d'un groupe de praticiens dans le système éducatif et dans la société en général, et de légitimation d'une expertise spécifique. Je trouve que ça tient la route pour définir c'est quoi le mouvement de professionnalisation. Et personnellement, vous allez voir dans ma présentation, je veux beaucoup insister sur la dimension d'autonomisation du champ d'activité. Ça suppose que le mouvement est porté par des groupes ou par un groupe d'acteurs, dans ce cas-ci, les enseignants, qui enclenchent, en partie impulsés par un leadership interne au groupe, qui enclenchent des processus de lutte politique, sociale, économique et juridique pour obtenir un statut dans le monde du travail qui leur garantit l'autonomie, la reconnaissance de leur expertise, et puis un certain nombre de caractéristiques évidentes là, liées à un travail. Okay? Au Québec, présentement, les orthopédagogues sont en plein dans ce processus-là, dans la mesure où, classiquement, si vous voulez, le mouvement de professionnalisation, l'indice du succès, c'est la création d'un ordre professionnel. Okay? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de mouvement de professionnalisation indépendamment de l'ordre professionnel. On peut très bien dire qu'il n'y aura pas d'ordre professionnel, il y a d'autres mécanismes qu'on peut mettre en place. Mais pour bien des gens, en tout cas pour une bonne partie de la littérature de sociologie du travail nord-américaine classique, la réussite de la professionnalisation est un ordre professionnel. Et il y a des gens qui s'inspirent de ça, y compris ici au Québec. Et le cas des orthopédagogues, des orthophonistes, il y en a plusieurs là, qui en guillemets, ont obtenu le statut souhaité. Pris comme mouvement social, le mouvement de professionnalisation, c'est donc l'affaire d'un groupe donné. L'autre distinction, à côté de ça, excusez-moi 2 secondes, à côté du mouvement, il y a quelque chose qui s'appelle des politiques de professionnalisation. Ça, c'est l'État. Ce n'est pas nécessairement le groupe. Et puis, ce que je veux soutenir, c'est que ce n'est pas nécessairement toujours en harmonie ou l'un est le reflet de l'autre. Okay? L'État a ses propres intérêts, ses propres projets. En général, les politiques de professionnalisation s'insèrent dans des politiques éducatives plus larges. Ils veulent répondre à cette politique éducative plus large. Encore une fois, il y a une jonction possible, mais ce n'est pas la même chose. L'autre distinction que je vous propose, c'est celle qu'avait mis de l'avant Alan Wright, qui a fait un doctorat ici, à la faculté il y a un certain nombre d'années. Alan, qui était un ancien délégué syndical des syndicats anglo-protestants, Alan avait proposé de distinguer 2 types de professionnalisation. La professionnalisation du travail et du lieu de travail. Quand je suis à l'école, quand j'enseigne, quel est mon degré d'autonomie? En quoi je suis responsable? Ou en quoi je ne fais qu'exécuter ce qui m'est imposé par la hiérarchie? Okay. Il y appelle ça la workplace professionalization.
mais qui englobe la professionnalisation du travail. Ça renvoie aussi, quand je parle d'autonomie, là, je parle d'autonomie individuelle et collective, donc la collégialité. Si on pose l'analyse, ça va aller chercher, je décide de quoi, seul ou avec d'autres. Okay. Est-ce que j'ai le temps de délibérer avec d'autres? Tous ceux et celles ici qui sont dans le milieu universitaire savent de quoi je parle. Et Dieu sait si les universitaires y tiennent à cette workplace et work professionalization. L'autre type de professionnalisation, et notamment des politiques de professionnalisation, c'est sur la workforce, sur la main-d'œuvre. Okay? Alors là, je mets le paquet sur la formation initiale et continue, sur la supervision, sur l'encadrement des enseignants. Je veux une main-d'œuvre experte. Je leur impose, je charrie un peu, je leur impose du perfectionnement. Ils ne sont jamais assez formés. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il faut prévoir des mises à jour constantes de la compétence et de l'expertise. Oui, c'est ça la deuxième dimension. Et évidemment, nous, les universitaires, ça nous concerne un peu, cette deuxième dimension-là. Parce que la première, d'une certaine façon, ne peut pas faire grand-chose. Ne peut pas faire grand-chose. Et il est clair, si on relit un certain nombre de documents depuis plusieurs décennies, là, des grandes organisations internationales sur la condition enseignante, c'est le Workforce Professionalization qui l'emporte largement sur l'autre. Je reviendrai, mais sur l'autre, ce que les organisations internationales nous disent, c'est les données probantes. Les données probantes. Il y a encore une certaine forme possible de standardisation. J'y reviendrai. On pourrait s'amuser à croiser mes deux distinctions entre le mouvement et la politique, la workplace et la workforce. La workplace et la workforce. Okay? On pourrait croiser ça. J'ai essayé, mais sauf que j'ai juste les deux cas extrêmes. Les deux autres, je ne suis pas capable encore de d'identifier, mais peut-être que j'y arriverai. Si c'est le cas, je me dirai non. Mais pour le moment, ça pourrait se croiser, ça pourrait faire une analyse intéressante. Okay? Il y a un Portugais qui s'appelle Antonio Novoa, qui est un historien de l'éducation, et qui que j'aime beaucoup dans tout ce qu'il a écrit. Et Antonio a écrit il y a déjà plusieurs années un texte où il soutenait la thèse que l'établissement devait être le lieu de la professionnalisation de l'enseignement. C'est là que ça se passait, c'est là que ça devait se passer. Pas à l'université, pas dans les centres de recherche, mais sur le terrain des établissements, parce que c'est là que les enseignants exerçaient leur travail et c'est là qu'ils devaient, en guillemets, conquérir leur espace individuel et collectif de travail, le nommer, l'organiser, le gérer d'une manière autonome et collégiale. Bref, c'est là que ça devait se passer. Dans la noosphère peut soutenir, peut épauler, peut ne pas être indifférente à ce qui se passe là, mais c'est là qu'il faut que ça se passe. Okay. Si possible, probablement nécessairement, en partenariat avec les directions d'école et certainement un soutien des parents. Parce que la professionnalisation du travail et du lieu de travail, la professionnalisation de l'établissement comme lieu où l'autonomie des enseignants ne peut pas être absolue dans la nature même de l'éducation. Elle doit être partagée. Elle est toujours relative, de toute façon, quel que soit le groupe de travailleurs concernés, l'autonomie professionnelle est toujours relative, toujours cadrée d'une certaine façon. Mais dans le cas de l'enseignement et de ce qui se passe dans une école, c'est clair
qu'il faut que ce soit en partenariat avec les parents et les directions. D'ailleurs, c'est comme ça, quand vous regardez la loi de l'instruction publique, vous voyez les mécanismes de consultation et de décision qui concernent le régime pédagogique, l'enseignement, le poids des matières, le matériel didactique, etc. C'est toujours en partenariat. Les enseignants ont un poids important, même majeur et essentiel, et la direction aussi, puis les parents du conseil d'établissement aussi. Bon. Il faudrait, à mon avis, il faudrait regarder ça de très près, comme chercheur, comment ça se vit, cette histoire-là. Parce que c'est probablement la chose la plus importante pour l'avenir, plus que ce qui pourrait se passer à un autre niveau. Moi, je ne suis pas trouvé particulièrement brillant en écrivant cette diapo-là. J'avais le sentiment de répéter des choses que vous connaissez. Ça prend du leadership, ça prend un esprit de corps, ça prend du temps pour se concerter. On oublie que les enseignants sont pour l'essentiel de leur journée en classe, en tout cas au primaire, en tout cas. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour se réunir. En tout cas, ça a toujours été, la gestion du temps à l'école a toujours été un enjeu important. Et on ne l'a pas organisé de telle sorte qu'ils aient du temps pour se parler, pour discuter entre eux, autrement qu'à la salle de café de manière informelle. Nous, à l'université, on a des réunions de département. On a des comités. Ça pèse. C'est long, c'est parfois frustrant, mais ça permet d'exercer un pouvoir et d'exprimer notre autonomie. Il ne faut pas laisser la moyenne décider tout seul. Bon. Et bien sûr, au niveau du système, ça prend. Mais je ne suis pas sûr qu'on forme les enseignants. Je ne suis pas sûr qu'on les forme pour qu'ils soient capables et qu'ils aient envie de vivre leur métier de cette manière-là dans les écoles. Je ne suis pas sûr qu'on les forme comme ça. Parce que c'est vrai que ça prend des capacités politiques, ça prend des compétences politiques. Créer des accords, discuter, prendre le temps, s'organiser comme il faut un comité. C'est pas naturel, ces affaires-là. Bon. Au niveau du système éducatif, bien sûr, ça prend une élite professionnelle, une minorité agissante, qui est capable de faire des alliances avec d'autres acteurs au sein de l'écologie professionnelle du groupe. Et probablement que ça prend aussi ce que j'appelle un professionnalisme un peu plus offensif. Il m'arrive de penser que les associations enseignantes sont très défensives, veulent toujours se protéger contre la gestion, l'arbitraire patronal, le système, le ministre, etc. Ils sont toujours sur la défensive. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se protéger des fous, pas du tout. Mais je les aimerais beaucoup plus affirmatifs pour nous dire, moi, c'est comme ça que je vois ça, c'est comme ça que ça devrait être. Et non pas comme c'est. Je crois que ça nous prendrait, comme ça existe probablement dans d'autres cas de figure, une identité professionnelle plus assurée, plus affirmative et plus agressive. Okay. Alors, mes deux professionnalisations, celle professionnalisation mouvement social, celle professionnalisation politique de l'État, ne recouvrent pas, comme j'ai essayé de le montrer, des réalités interchangeables. Et leur évolution respective ne relève pas tout à fait de la même écologie, c'est-à-dire de la même constellation d'acteurs identiques avec la même capacité d'influencer. Elle engendre des malentendus et des faux consensus. Mais en même temps, elles sont prises dans un système de relations d'interdépendance. L'autonomie professionnelle revendiquée ou souhaitée est légitimée par une expertise. Puis celle-ci repose sur une formation initiale et continue de qualité et sanctionnée. Et la compétence, son maintien et son évaluation est autant la responsabilité du groupe professionnel que de l'État. Et aussi, là, il est obligé de faire en sorte que dans nos écoles, il y a des enseignants
qui soient formellement compétents et pas seulement des adultes. Mais à quoi sert d'avoir une formation de haut niveau si le travail est soumis à une gestion axée sur les résultats qui contraint le travail et limite l'exercice d'un discernement professionnel en situation? La question se pose. Ça sert de tirer très fortement sur un pôle si l'autre pôle n'est pas important, n'est pas prioritaire ou est laissé plus ou moins en friche ou à l'abandon ou au gré des dynamiques locales, soit de gestion du centre de service scolaire, soit du marché concurrentiel. Voilà. Alors, des fois, il faut se méfier des faux consensus. Tout le monde est en faveur, mais dans le fin fond, là, il y a des agendas différents, des ordres du jour différents. Je crois qu'il y aura toujours une tension entre ces deux dimensions-là, ces deux approches-là. Mais il y a des fonctions possibles, et encore là, je n'ai rien d'original à vous dire. La notion de professionnalisme collectif et de communauté d'apprentissage professionnel, vous en savez probablement bien plus que moi là-dessus. Mais ce sont des modalités de développement de compétences et aussi d'élargissement du territoire d'autonomie professionnelle, conçu comme une propriété de groupe, une vraie communauté d'apprentissage professionnel. Ça élargit le territoire. Ça le nomme, ça le partage, ça y donne de l'importance. Et dans la mesure où ça dure dans le temps, ça institutionnalise des pratiques professionnelles véritables. Okay. À condition, encore là, je ne suis pas très original en disant ça, à condition que ça ne soit pas imposé et contraint et que ça demeure sous le contrôle des enseignants. Ce qui ne veut pas dire que le conseiller pédagogique ou même le directeur d'établissement ne peut pas avoir un rôle à jouer, mais ce n'est pas lui qui mène le bal. En ce sens, ça fait un véritable accord. Et je crois qu'il y a des endroits où ça existe, entre la direction et les enseignants. Je crois qu'il y a des endroits où ça existe, d'autres endroits, on est pas mal loin de là. Bon, ça, c'était les aspects de ma présentation que je voulais plus analytiques ou plus analytiques. Puis j'espère que ça résonne un peu. Moi, je trouve ça utile. Je joue avec ça. Alors, je voudrais me centrer sur deux enjeux actuels. Celui de l'autonomie, du discernement et de la standardisation du travail, donc la première type de professionnalisation, et puis la reconnaissance sociale qui renvoie à la dimension externe de la condition sociale. Bon. Si j'ai enlevé de mon titre le mot prolétarisation, c'est quand j'ai eu fini ça. Si vous voulez me poser une question là-dessus, je vous dirai pourquoi. Alors, la standardisation du travail. Là aussi, là, il faut être au clair sur ce que ça veut dire. Historiquement, en tout cas, ça renvoie à une forme de rationalisation du travail opérée par des ingénieurs, en guillemets, scientifiques. Le taylorisme, c'est ça. Frederick Taylor, c'est lui qui a inventé ça. Okay? Il n'avait jamais travaillé dans l'usine de sa vie. Il ne savait pas ce que c'est qu'être ouvrier. C'est un ingénieur. Okay? Qui est rentré dans les entreprises et qui a regardé ce qu'il faisait. Tout calculer le temps, les processus, les procédures, les protocoles, etc. Et puis, excusez-moi, je faisais ça de mauvais bouton. Et puis, il a convaincu les patrons aussi comment on réalise le travail. La standardisation, ultimement, c'est la détermination de protocoles précis. Enchaînant des tâches découpées et rassemblées de manière à maximiser l'efficacité et l'efficience. Réduire ou éliminer l'incertitude liée au facteur humain. C'est ça, standardiser. De telle sorte que si vous allez vous faire piquer contre la grippe, c'est le même protocole, c'est standardisé, que ce soit Mme la doyenne ou Cécilia qui vous pique. En théorie, ça devrait paraître. Ça devrait paraître. Okay. Pour l'essentiel, c'est la même affaire. C'est le même vaccin. C'est le même protocole. Okay. C'est tellement précis que s'ils ne respectent pas le protocole, il y a des sanctions.
chose qui s'appelle la malpractice. Je ne connais pas le terme français pour ça, là, mais la malpractice suppose la standardisation. Si le travail n'est pas standardisé, on est mal pris pour dire qu'il est mal fait. Sinon, en jugeant le résultat, mais pas en jugeant le processus. OK? Alors, donc la standardisation uniformise les pratiques. Elle établit une norme, on doit procéder comme ceci, et elle fixe des seuils, ce que les anglo-américains appellent des standards. OK? Bon. Il y a toute une littérature qui nous dit que l'enseignement est en train de se standardiser. Et que, par exemple, l'Institut national d'excellence en éducation, qui est créé, il est dans la loi, il n'est pas encore fonctionnel, il n'est pas encore créé concrètement, mais il existe juridiquement. Il y a des gens qui prétendent que c'est un agent d'uniformisation et de standardisation de l'enseignement, qu'on va imposer aux enseignants des méthodes définies par la noosphère, mais qu'on va leur imposer un développement continu et une supervision étroite de l'enseignement selon les pratiques avérées. Ça existe déjà dans certains États américains, dans certains districts scolaires américains, pas l'inné, mais cette démarche-là de standardisation de l'enseignement avec des protocoles en didactique notamment, des protocoles de didactique de l'anglais langue seconde pour des immigrants, c'est l'enfer. En tout cas, ça ne fait pas de l'enseignement un métier inspirant. On peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, on peut comprendre cette espèce de fantasme de la rationalisation au nom de l'efficacité et de l'efficience. Et puis, dans la mesure où c'est la noosphère qui contribue à ça, je m'excuse, chers collègues, mais on fait partie du problème un peu aussi. Hein? On fait partie un peu du problème. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on exagère la critique, le danger de la standardisation de l'enseignement? Est-ce que c'est fondé ou infondé? C'est beau, c'est correct. Parce que jusqu'ici, en tout cas, depuis ça fait quand même plusieurs siècles qu'il y a de l'enseignement, jusqu'ici, on ne peut pas dire que l'enseignement s'est protocolarisé à ce point-là. Okay? On n'a pas réussi à éliminer le facteur humain de l'enseignement, ni du côté du prof, ni du côté de l'élève. Il ne peut pas y avoir d'enseignement s'il n'y a pas un engagement réel et du prof et de l'élève. Vous savez comme moi, pour avoir été élève et étudiant suffisamment longtemps, que deux profs qui officiellement pratiqueraient le même modèle d'enseignement ne le font pas de la même manière. Ne l'interprètent pas, ne le traduisent pas de la même manière, ne l'adaptent pas de la même manière. Sans oublier qu'il y en a qui sont en lien de la thèse, puis d'autres qui le sont font. Moi, j'ai passé ma vie à l'université à écouter des professeurs dans des cours magistraux. C'est un modèle. Il y en a qui est extraordinaire. Donc, je me souviens encore. Il y en a d'autres qui sont moins dans le mémoire. Mais c'est le même modèle. C'est le même protocole, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas poussé à ce point que le facteur humain puisse disparaître. Moi, je soutiens, comme bien d'autres, que dans l'enseignement, le facteur humain, ce n'est pas quelque chose qu'il faut éliminer, au contraire, c'est quelque chose qui doit être présent et investi. Parce que c'est ça qui fait une différence. C'est ça qui crée un lien. C'est ça qui... Bon, je n'ai pas le temps. Non, mais je pourrais m'enflammer. Ça aussi, l'enseignement est un métier de relations humaines, un travail sur et avec et pour l'humain, avec une composante éthique importante, la bienveillance, un investissement des personnes concernées et une obligation d'adaptation aux éléments contextuels, ce qui oblige à une forme de réflexivité dans les cours d'action. Je ne peux pas simplement me contenter d'appliquer une règle abstraite. Ça va me mener dans le ballot. Si standardiser l'enseignement a pour objectif de neutraliser le facteur humain, alors toute démarche de ce type est contraire à la nature même du métier. Les moyens ne peuvent être déduits des fins de l'action grâce à l'application des principes généraux.
Le respect des règles abstraites et générales de pratique ne garantit rien. Il y a toujours de la contingence et de l'intermédiation relative. Bon, alors, je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Il faut que je roule. Mais tout ça pour vous dire que il y a peut-être des gens au Québec qui ont un fantasme sur la rationalisation et sur la standardisation de l'enseignement, mais ça ne tiendra pas la route. Ils vont se casser la gueule. Parce que s'ils réussissent ça, les écoles vont se vider. Les enseignants ne voudront pas faire le métier. C'est pas comme ça qu'ils prennent leur plaisir ou leur satisfaction professionnelle. Ça n'a rien à voir avec une prod. Ouais, même les médecins. Alors, la reconnaissance sociale. J'ai décidé de l'aborder d'une manière un peu fondamentale. Puis, ce que je veux soutenir, c'est que ça dépasse tel ou tel aspect de la condition sociale. À mon avis, là, si on veut vraiment parler de reconnaissance sociale, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'insertion professionnelle. Toutes les dimensions qu'on peut associer à la condition enseignante. Bien sûr, ce n'est pas sans conséquence sur la reconnaissance. Si on vous maintient dans la précarité puis dans une rémunération indigne de quelqu'un qui a un diplôme d'université, oui, bien sûr, ça compte. Mais je veux poser la question de la reconnaissance sociale à un autre niveau. Pourquoi une société valoriserait-elle l'enseignement? Pourquoi une société ferait-elle confiance à son corps enseignant? Y a-t-il encore dans le monde contemporain place pour un projet d'enseignement partagé, mobilisateur, et pour la reconnaissance de la figure essentielle du professeur? C'est dans le texte que je termine. Okay. Pourquoi on enseigne? Et pourquoi la société accepte qu'on enseigne? On enseigne pour qui? Et quoi enseigner? Pour moi, donc, ultimement, la question de la reconnaissance, ultimement, c'est une question de sens. Alors, là, j'ai un petit laïus historique. J'ai 3 figures de l'enseignant reconnues à vous proposer. La première, c'est celle de l'école d'autrefois, c'est-à-dire de la Renaissance jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'enseignement secondaire classique. Okay. C'est-à-dire une école qui est pensée en fonction du passé, okay. Où se transmet une tradition inscrite dans les livres, important, okay. Le texte, élaboré par les anciens. Le monde scolaire a longtemps regardé vers le passé, source de savoir et de sagesse déposée dans les textes. L'enseignement secondaire, la Renaissance à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a incarné cette mission dans des lieux protégés, des sanctuaires, écoles sanctuaires. Dans les lieux protégés des turbulences du monde, des séminaires, des pensionnats, les jeunes y apprenaient à marcher dans les pas de géants, c'est-à-dire à se relier à des savoirs stables produits par des figures emblématiques. La mission du professeur était d'initier les jeunes à cette culture, de leur faire connaître et apprécier ces grandes figures et leurs savoirs, et à ainsi former l'élite culturelle, morale et politique de la nation. Alors, la figure du professeur dans cette école-là, c'est le dépositaire d'un savoir culturel légitime, associé au passé, et puis le mentor de l'élite sociale. Fernand Dumont a écrit un texte d'une grande beauté qui date des années 60, où il définit le rôle du prof comme étant l'héritier et l'interprète de la culture savante, de la culture seconde. Bon. Ça, c'est une figure du prof, valorisée et reconnue. La première. L'école moderne. La modernité, clocher le passé, il nous a dit de regarder l'avenir. Dans la mesure où celui-ci est un porteur de progrès et d'émancipation. Le respect des savoirs d'autrefois n'est plus une référence utile ou une vertu morale. C'est à la construction de nouveaux savoirs qu'il faut désormais préparer les jeunes. L'optimisme est de mise, le monde est à faire ou à refaire.
et les enseignants et les élèves et étudiants ont la chance d'y participer. L'enseignant hussard de la République en France. L'enseignant agent de la modernisation du Québec et de la Révolution tranquille. Les enseignants des pays d'Afrique après l'indépendance participent de ce modèle-là. Okay? C'est l'enseignant qui émancipe de l'ignorance et de la tradition sclérosée les élèves de tous les milieux, particulièrement des milieux populaires. Il est un agent de mobilité sociale et d'avènement d'une société méritocratique. Certains ont dit c'est l'âge d'or de l'enseignement au Québec, la génération des années 60 et des années 70, qui eux-mêmes ont profité de la mobilité sociale. Et eux-mêmes sont, en quelque sorte, l'incarnation de ce modèle-là, dans le sens où, comme j'avais des données à la fin des années 70, les 2/3 des enseignants d'exercice du Québec à la fin des années 70 étaient soit fils ou filles d'agriculteurs ou fils ou filles d'ouvriers. La mobilité sociale, l'émancipation, la construction d'une vie et d'une société différente, ils la vivaient dans leur propre parcours. Ça, c'est l'école moderne. C'est inspirant un peu. Ça l'a été, en tout cas. Alors, l'école postmoderne. C'est pas bon. J'achète. La postmodernité a déconstruit pas mal ce que je viens de vous raconter sur l'école moderne. Là, c'est le mien. Je rappellerai, c'est un journal. Donc, la postmodernité a sévèrement déconstruit cette vision, cette figure de l'enseignant, parce que la modernité n'a pas rempli ses promesses. Prétend-on. Le progrès par la connaissance, on en doute. L'avenir apparaît chaotique ou couché. L'humanité est une menace pour l'univers. La science apparaît néfaste. Pas évident de former des jeunes dans un contexte culturel comme celui-là. Les valeurs collectives et la démocratie cèdent la place à la recherche toujours frustrée et relancée d'un épanouissement personnel. En enseignement, on appelle ça le développement du plein potentiel de chacun. L'homme contemporain, plus individualiste, vit de plus en plus dans la fluidité de l'instant, c'est le présentisme. Alors, le passé est floché, l'avenir est bouché, il nous reste ce qu'on vit. Okay? Bon. À mon avis, ça pose un sacré problème pour l'enseignement. Le développement du plein potentiel de chacun comme finalité est en harmonie avec l'individualisme dominant et le souci d'individualisation de l'enseignement porté par les pédagogues. On est en plein dans le monde, ça, il n'y a pas. Nous sommes dans le monde culturel, dominant. Il légitime la bienveillance des enseignants, mais il ne nous dit rien sur ce qu'on doit faire à l'école, à part d'être bienveillants les uns pour les autres. Pourtant, il faut répondre à cette question-là. Alors, mais c'est ma troisième figure de l'enseignement. L'enseignant postmoderne, il est paradoxalement à la fois bienveillant et soucieux d'efficacité. Parce que c'est ça que le système lui demande. Il ne demande pas d'être fidèle aux traditions du passé, ni de préparer à la société de demain. Il lui demande d'être bienveillant et efficace. OK? Bon. Oui. Bon. Alors, les trois figures de l'enseignant demeurent, même le dit, sont là. Okay? Sont là. Un peu comme des couches de millefeuilles. Le millefeuille, c'est tout ça. Nous sommes tous un peu participants ou engagés par rapport à ces trois figures de l'enseignant. L'héritier du passé culturel, l'agent de modernisation et de démocratisation de la culture ou l'enseignant bienveillant qui accompagne le développement de l'élève. Elle demeure présente, mais ce n'est pas évident au jour le jour de construire un curriculum si la pertinence du passé est questionnée puis si l'avenir angoisse. Comment enseigner un monde fragmenté où l'individualisme domine? L'école peut-elle retrouver un peu d'avenir du collectif? Okay. Il y a deux grandes incertitudes présentement.
Mais la démocratie et l'environnement. C'est les deux, ils sont reliés d'ailleurs. Okay. Alors, s'il faut essayer de synthétiser les trois figures de l'enseignant, pour en définir une qui pourrait être inspirante, je crois que ça passe par des stratégies pour préparer les jeunes à l'avenir, c'est-à-dire à assumer le chaos qui nous entoure, et les incertitudes actuelles, et développer avec les jeunes les capacités requises, c'est-à-dire leur apprendre à penser, d'abord et avant tout. À penser. Je ne dis pas à penser par soi-même, parce que c'est un oxymoron, penser par soi-même. On ne peut pas penser autrement que par soi-même. Si on ne pense pas par soi-même, ce n'est pas de la pensée. C'est de la répétition, du perroquet, etc. Apprendre à penser. Je crois que c'est la mission première de l'enseignement, à penser avec d'autres. Pour développer les compétences nécessaires pour faire face au chaos, à la démocratie en péril et à l'environnement. Je ne vois pas d'autres missions inspirantes, du même ordre que les trois autres dont j'ai parlé. Je n'en vois pas d'autres plus inspirantes dans le moment actuel. Et vous comprendrez que ça peut, dans un contexte comme celui-là, si on est capable de retrouver une école commune, un peu de collectif, moins d'individualisme, plus de partage, plus d'inclusion, en nous centrant sur un bien commun à construire, relié à la crise environnementale et aux assauts contre la démocratie, je crois qu'on risque d'avoir un métier drôlement intéressant, drôlement inspirant. Je crois que c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Donc, on va prendre peut-être 5 minutes ou un peu plus, dépendamment de la disponibilité de chacun, pour des questions, des commentaires. Et Mourad va regarder le clavardage. Marc-André? Ben, puisque tu t'es invité, oui. Claude, ne nous dirais-tu pas pourquoi tu as enlevé le mot précarisation de ton titre? Prolétarisation? Oui, okay, pardon. Parce que ça ne tient pas la route, cette histoire-là. Autrefois, j'ai joué avec ça. Maurice et moi, on avait joué avec ça, cette histoire-là, la thèse de la prolétarisation. Puis, je rappelle, la prolétarisation, c'est une thèse issue du marxisme relativement classique qui nous dit que l'évolution des sociétés capitalistes industrielles mène à une polarisation de plus en plus prononcée entre les deux groupes antagoniques, la classe dominante et la classe ouvrière. Entre les deux, ça va rester relativement petit, mais ça va être forcé à faire son choix. S'en aller du côté soit de la classe ouvrière, de la classe dominée, ou soit du côté des patrons. Bon. Et cette théorie-là nous dit essentiellement les masses vont aller dans ce sens-là. Okay. Or, ça c'est la première dimension que je questionne. Là. Or, l'évolution des sociétés contemporaines n'est pas de cet ordre-là. On est dans une société de classe moyenne. Au lieu d'être deux blocs, on est comme une espèce d'échelle avec différentes strates qui se définissent essentiellement par rapport à l'éducation et à leur emploi. Un sociologue de l'Université Laval qui s'appelle Langlois a étudié l'évolution du marché du travail, de la structure occupationnelle au Québec entre 1971 et 2011. Okay. Vous apprendrez en lisant les chiffres qu'il a. La classe ouvrière au Québec, qui faisait 40% des travailleurs, des employés, en 1971, est rendue à 20%. Okay. La classe moyenne qui est rendue à au moins 60-70%.
avec des strates à l'intérieur de ça. On n'est pas dans une société, même si les inégalités augmentent pour le 1%, et que le 1% s'enrichit, on n'est pas dans une société qui est en train de se polariser. Et puis les enseignants ne sont pas en train de vivre un drame existentiel pour savoir si politiquement, il faut qu'ils deviennent solidaires de la classe ouvrière qui nous prépare au grand soir, ou bien s'il faut qu'ils s'acoquinent avec la classe dominante. Ça ne tient pas la route empiriquement. Ça ne tient pas la route empiriquement. Notre monde n'est pas comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de domination, mais on ne peut pas dire que les enseignants... et objectivement, les enseignants ne se sont pas prolétarisés. Ils font partie d'un groupe occupationnel parmi les plus scolarisés. Avec la dernière convention collective, les salaires sont loin d'être négligeables. En tout cas, mes amis européens, français, aimeraient bien venir enseigner au Québec parce qu'ils trouvent qu'ils sont drôlement mieux payés que chez eux. Et puis, je pense qu'on pourrait dire ça dans bien d'autres pays aussi. Alors, pour ce qui est d'éléments aussi objectifs que la rémunération et la scolarisation, dire que les enseignants sont des prolétaires dominés, je trouve que franchement, ça tire un peu fort. C'est pour ça que je l'ai laissé tomber. Mais je dois dire qu'à l'époque, je ne sais pas, il y a 30 ou 35 ans, on jouait beaucoup avec cette hypothèse-là, y compris d'ailleurs avec la dimension de contrôle du travail, de standardisation. Le néolibéralisme arrivait avec ses modes de gestion. On réfléchissait dans ces termes-là. Mais même si vous acceptez l'analyse que j'ai faite de la standardisation, même la nouvelle gestion axée sur les résultats a des limites dans sa capacité à contrôler dans le détail le travail. Ce qui ne veut pas dire que c'est une chose qu'il faut encourager, là. Mais même là, elle a des limites. Et où l'enjeu dans ce cas-là n'est pas tellement la standardisation que la supervision et le contrôle du travail. C'est peut-être plus là qu'il faut regarder. Mais en ce sens-là, oui, l'hypothèse de la prolétarisation, je pense que ça, c'est bon pour l'histoire de la réflexion sur l'éducation, mais ça ne me semble pas pertinent aujourd'hui. Ça ne me semble pas pertinent. Oui, Débra. Est-ce que ça s'applique aussi pour les pays du Sud, par exemple? Non. C'est ça que je... Non. Moi, je ne parle pas des pays d'Amérique du Sud ou du Sud en général parce que je ne connais pas assez bien leur situation. Non, mais ça serait certainement plus nuancé qu'ici. Oui. Certainement. Oui. Mourad, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui, on a juste une main levée. On va essayer de voir si elle peut prendre la parole. Pendant que vous cherchez, Rachel. Oui, merci, Martial. Oui. Merci pour la présentation. J'ai plein de questions, mais je vais m'en faire à une. Par exemple, j'aurais pu vous demander, quand vous parliez du fait qu'il y a eu une intensification du travail et son contrôle, pourquoi, les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, les autres procédures que l'ordre professionnel pour professionnaliser, de quoi on peut parler. Mais ce qui m'a surtout interpellée, c'est quand vous avez parlé du leadership. D'être dans un mode plus offensif que défensif. Mais je me disais que quand on est dans un mode défensif, on est aussi en mode offensif parce qu'on réagit et on réagit souvent fortement. Donc, finalement, le bon leadership, le leadership pertinent en ce moment au travers des trois portraits en éducation, on peut le définir comme ça. Non, c'est deux volets d'une seule action, d'un seul type d'action. Bon, la question de l'intensification du travail et de son contrôle, ça, c'est lié avec le tournant néolibéral, ça c'est clair, au milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui, au nom de la quête d'efficience et d'efficacité. On veut avoir... Je me souviens, un des thèmes qui était récurrent à l'époque, c'est qu'il faut rentrer dans la classe. Il faut enfin savoir ce qui se passe. Okay? On était toujours alentour. Nous, les chercheurs, on était toujours alentour. Mais on n'avait pas accès. Et les directions d'école n'avaient pas accès à la classe. Alors, le monde de l'administration scolaire, de l'administration générale, disait il faut rentrer dans la classe. Il faut observer les enseignants.
Il faut, en guillemets, superviser ce qu'il faut, tant sur les contenus que sur la manière de le transmettre et aussi sur la manière d'évaluer les élèves. Il faut qu'on sache ça. On ne le sait pas, ou très peu. Ça, c'est une forme, enfin, ça a été vécu et ressenti dans bien des cas comme une forme d'intensification et de contrôle du travail parce que ce n'était pas vraiment souhaité. Puis ce n'était pas nécessairement non plus. Faire attention, là, toutes les directions ne sont pas pareilles, là, mais ce n'était pas nécessairement non plus discuté, négocié de part et d'autre. Okay? Ouais. À l'université, l'intensification du travail et du contrôle du travail, c'est le bureau de recherche institutionnelle qui envoie sur la table de moyenne les données sur les inscriptions, la diplomation, les retards, aussi, puis les sorties. Okay? Et qui dit arrangez-vous, madame la moyenne. Pour que d'ici pas trop longtemps, ces chiffres-là changent. C'est ça l'identification du travail. Okay? Il faut que vous sortiez une maîtrise en X années, un doctorat en temps. Okay? Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Oui, c'est ça. J'ai été nommé doyen en 91. La première chose, quand je suis rentré dans ton bureau, okay, j'ai une pile d'output informatique sur ma table. C'est le bureau de recherche institutionnelle qui m'envoie toutes les données sur tous les programmes, toutes les options, pour me dire ce que je ne savais pas. On perdait le temps d'étudiants, d'autres traînaient, etc. Que les doctorants, c'était effrayant, ça finissait jamais, etc. Mais c'est ça l'intensification du travail. Et puis, ça me disait que moi, comme doyen, si je voulais être bon, il fallait que j'améliore ces chiffres-là. Ce qui voulait dire qu'il fallait que je fasse pression sur un certain nombre de personnes pour. Okay. Bon. Parfois, les incitatifs financiers aident. Mais si tu te fais dire, on va se faire couper le fond. Tout étudiant qui est inscrit dans un programme où là, de X temps, vous n'avez plus d'argent après, débrouillez-vous, ça met une petite pression. Okay. Mais oui, ça existe aussi dans les écoles. Hein? Pas de la même manière, mais la pression pour la diplomation, pour la réussite aux examens ministériels, pour la performance aux examens de PISA, elle existe, cette pression-là. Elle existe. Oui, c'est ça l'intensification du travail et puis de son contrôle. Et puis pour certains, c'est même pas encore suffisant. Il y a encore des jeunes qui voudraient aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'on va y aller, j'en sais rien. Et je comprends très bien que, pour revenir à votre deuxième question, qu'un certain nombre de porte-paroles du corps enseignant protestent et réagissent. Mais parfois, j'aimerais, oui, qu'ils disent ça, okay, mais qu'ils nous disent comment ils voudraient que l'école fonctionne autrement qu'elle est présente. Okay? Est-ce qu'ils veulent vraiment une forme de collégialité, une forme de partage? Est-ce qu'ils veulent assumer des décisions collectives sur des choix pédagogiques? Est-ce qu'ils veulent? Ou bien s'ils préfèrent que chacun? Enfin, on légitime ça, chacun respecte l'autonomie professionnelle des autres, mais ça ne fait pas un collectif nécessairement fort et ce que j'appelle l'affirmatif. Okay. Le seul endroit où c'est ce que j'appelle un leadership ou un professionnalisme affirmatif existe, c'est les écoles de. Ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent. Okay. Un choix. Assumé. Idéalement, j'aimerais ça que bon nombre d'écoles soient comme ça. Ça n'a pas besoin d'être alternatif, ça a besoin d'être assumé, dit, nommé et partagé. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre réponse à l'intensification du travail et puis à l'intensification du contrôle. Il faut leur redéfinir un contre-projet qui tient la route. Sur le plan. S'il s'agit de dire je ne veux pas l'intensification du contrôle et du travail, pour retourner dans ma classe, la porte fermée, puis avec un papier sur le bout, sur la vitre, que je puisse continuer à faire ce que je veux. Moi, je ne pense pas qu'on invente bien gros.
Oui. Restez. Vous avez réussi? Non. Peut-être une dernière question. Oui, Bruce. La deux. Au début de la présentation, vous avez énuméré les pas que l'enseignement a fait vers devenir une vraie profession. Mais si on professionnaliser, c'est de devenir plus autonome. Oui. Mais si on regarde les plusieurs points mentionnés, par exemple, l'établissement référentiel des compétences, obligation de formation continue, même le cadre éthique qui est la seule version du politique qui existe selon la loi sur l'instruction publique. Toutes ces mesures ont été effectivement menées ou introduites par le ministère de l'Éducation. Et ma question est de savoir, selon vous, si ça finira par atténuer, en quelque sorte, ces gains, dans la mesure où vous étiez imposé de l'extérieur, qui va à l'encontre. Oui, c'est pas l'idéal. Vous avez parfaitement raison, c'est pas l'idéal que ça vienne du pouvoir, que ça vienne de l'État, et non pas que l'État réponde à nos revendications du groupe d'acteurs qui lead le mouvement pour la professionnalisation. Vous avez raison, c'est pas l'idéal. Les endroits au Canada, vous le savez probablement mieux que moi, où on a créé des ordres professionnels, l'Ontario et la Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, c'est le gouvernement qui l'a imposé. En Ontario aussi. En Ontario, ça semble se passer un peu mieux. En Colombie-Britannique, pendant un bon bout de temps, les syndicats ont mené une guerre féroce à l'ordre professionnel. Ils ont investi les instances, enfin, ils ont tout fait pour saboter cette histoire-là. Je ne sais pas comment on aurait pu s'y prendre autrement, mais c'est évident qu'on n'impose pas une forme de professionnalisation à un groupe qui n'en veut pas. C'est contre nature. Oui. Dans le cas de l'ordre professionnel au Québec, c'est un peu compliqué parce que je crois que le corps enseignant est divisé. Le corps enseignant est divisé, c'est pas vrai de dire que personne au Québec veut de l'ordre professionnel. C'est pas vrai. On en a aucun veut. Mais c'est vrai que le monde syndical, le leadership syndical est foncièrement contre. Il le voit comme un rival, comme une instance qui va venir grignoter leur espace, leur pouvoir. Il le voit comme ça et non pas comme une dimension totalement différente et qui ne poursuit pas les mêmes objectifs, comme c'est le cas dans d'autres professions. Les médecins sont syndiqués, il y a un ordre professionnel aussi. On peut très bien imaginer les deux, mais dans l'enseignement, jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et à chaque fois dans l'histoire des négociations de conventions collectives où cet enjeu-là était sur la table, pour arriver à un règlement final, ça disparaissait toujours. Ça disparaissait toujours. C'est arrivé à quelques reprises qu'on n'a pas été loin de créer, avoir l'acceptation syndicale. Je vous donne ceci, mais en retour, je vais créer l'ordre professionnel. Il y a au moins une fois, c'est passé très très proche, mais ça ne fera rien dernière minute. C'est l'un des deux dossiers au Québec qu'on n'avance pas. C'est quoi le deuxième? C'est ça? Enseignement privé. On va prendre une dernière question, oui. Oui, je suis. Je sur ça pour cette présentation qui m'a beaucoup interpellée, surtout que moi-même je travaille en tant qu'enseignant scolaire dans une école primaire. Donc il y a pas mal de points que vous avez mentionnés qui m'ont vraiment beaucoup interpellée. J'ai également apprécié votre stratégie de distinction tout au long de la présentation. Je dirais qu'il y en a deux volets en particulier qui m'ont vraiment interpellée, puis j'ai une question sur la relation entre ces deux volets. Alors, le premier volet, c'est celui qui concerne l'autonomie professionnelle, puis vous avez évoqué trois sortes d'autonomie professionnelle, à savoir, je dirais deux, à savoir l'autonomie individuelle, collective, relative, juste cadrée.
Et vous avez conclu votre présentation sur une note en parlant de la pensée, du développement de la pensée chez les enseignants, si j'ai bien compris. Puis je me demandais, est-ce que vous voyez un lien entre le développement de la pensée chez les enseignants et le développement de l'autonomie professionnelle, individuelle et collective, et comment ça pourrait... Quand je parlais, excusez-moi, mais quand je parlais du développement de la pensée à la fin, je mettais ça dans la mission de l'enseignant. La pensée qu'il faut développer, la capacité de penser qu'il faut développer, c'est celle des élèves. J'assumais que les enseignants. J'assume encore. C'est les élèves qui doivent apprendre à penser. C'est ça l'essentiel. Si on réussit à faire ça, on est vrai. On aime la vie. Ouais. Merci pour la participation. Il n'y aura pas de mot de clôture en tant que tel. Juste vous dire merci à Claude d'avoir donné beaucoup pour continuer à réfléchir. Moi, je trouve que, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, que le mouvement de professionnalisation, c'est comme s'il a été porté par un groupe en dehors de l'école. C'est-à-dire, c'est surtout des chercheurs, des universitaires qui ont porté ce discours-là. Je me demande toujours, les enseignants eux-mêmes, qui sont justement dans la classe, comment est-ce qu'ils voient la professionnalisation? Est-ce que c'est une lutte pour... Peut-être qu'ils ont une définition différente de la professionnalisation, mais je trouve que le discours a été beaucoup porté par les personnes qui sont externes. Donc, il me semble que peut-être il y aurait un travail à faire là, pour voir les enseignants eux-mêmes, comment est-ce qu'ils envisagent tu n'as pas besoin de répondre, mais c'est bon. Non, mais tu as raison. Tout comme, si je peux me permettre, si j'avais eu vraiment le temps, si j'avais eu des compétences, j'aurais pu repenser tout ça dans une perspective que l'enseignement, c'est un métier de phage. Tout ce que j'ai raconté, là, j'aurais pu le repenser, mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien mieux équipés que moi pour faire ça. Et c'est vrai qu'on peut repenser tout ça en fonction du genre. Ce que je n'ai pas fait. Merci encore, Claude, et on vous invite à prendre un verre.